Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver après 2 semaines de pause. Pour moi, je suis parti aux États-Unis, mais non, je ne vais pas vous parler de l'élection américaine, je ne vais pas vous parler de Donald Trump. C'est un autre aspect des États-Unis dont j'aimerais vous parler, parce que quand on est fan de bourse, comme moi, comme je pense pas mal d'entre vous, aller aux États-Unis, c'est toujours un peu la fête, c'est toujours un peu comme si on se retrouvait dans un magasin de jouets, parce que la présence du business, la présence du marketing, etc. est vraiment flagrante. C'est à un autre niveau, complètement autre niveau que l'Europe et même que l'Asie. Et même si je sais que c'est un pays qui est extrêmement libéral, je reste toujours surpris de voir des pubs pour des médicaments avec ordonnance. Par exemple, les médicaments du champion danois Novo Nordisk sont en permanence dans les pubs. Le Wegovy est en permanence dans les pubs américaines. On peut pas si on reste un quart d'heure devant la télé, on est obligé de voir au minimum une pub pour le Wegovy. Même chose à une époque d'élection, parce que c'était pas seulement l'élection américaine, mais on voit énormément de pubs pour des candidats, pour le Sénat, enfin bon, pour plein d'élections locales, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Et donc ce côté marketing, on le retrouve dans tous les aspects de la vie américaine. Et de mon côté, en bon touriste, je me suis dit que j'allais aller voir un match de la NBA. Pourquoi? Tout simplement parce que même si je ne suis pas fan de basket, ça reste un show, un spectacle, voilà, qui est un petit peu mythique. Et c'est vrai que c'était pas forcément évident parce que j'avais que 2 semaines aux États-Unis en visitant que 2 grandes villes, donc Boston et New York. Alors j'aurais adoré avoir des sièges pour un match au Madison Square Garden à New York. Malheureusement, c'était pas possible. Donc je me suis rabattu sur un match à Boston. Et acheter des tickets pour la NBA, c'est pas si simple, puisque le calendrier était annoncé de mémoire le 16 août, donc avec tous les matchs de la saison. Donc j'ai mis 3 jours pour réagir, et donc le 19 août, j'ai acheté mes billets, et la plupart des billets du stade étaient déjà remplis. Pourquoi? Notamment parce que les Boston Celtics avaient remporté la NBA l'année précédente, donc c'était un match qui était relativement demandé. Et ce qui m'a surpris aussi, c'était les prix, parce qu'il restait des places assez proches du terrain, qui étaient à plus de 500 $ par place, et puis des places beaucoup plus éloignées, à 150 $ la place. C'était d'ailleurs le prix minimal, les pires places étaient à 150 $ la place. Et comme je viens plus pour le show que le basket, que je connais aucun joueur, etc., j'ai acheté finalement les places à 150 $. Alors j'ai trouvé ça très très cher, mais bon, au final, on n'était pas si mal placé, et j'ai vraiment énormément apprécié le match. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que pendant toute mon expérience, c'est-à-dire de l'achat des tickets aux achats sur place, tout le côté merchandising, boissons, nourriture, etc., les pauses, chaque pause du match de basket était sujet à faire de la pub. Bien sûr, il y avait les cheerleaders, mais à chaque fois, on essaye de faire gagner des choses, etc., sponsorisées par toutes les marques américaines les plus connues. C'était pour moi l'exemple parfait du moat dont on parle beaucoup. Vous savez, c'est cet avantage compétitif qui vous empêche d'être attaqué par vos concurrents. Alors ici, pour la NBA, c'est assez évident. Moi, le moat, il était clair, puisque je voulais voir un match de basket, et pas un match de basket universitaire. Je voulais pas un match de baseball, parce que au baseball, on s'ennuie. Enfin, moi, je m'ennuie pendant les matchs de baseball. Pas un match de football américain, parce que je comprends rien. Pas un match de hockey. Je voulais un match de basket et un match de la NBA, parce que c'est mythique, parce que voilà, chaque équipe, chaque franchise, quand on dit là-bas, est extrêmement soutenue par les locaux. Enfin bon, voilà, c'est la fête, et je voulais participer à cette fête. Et j'ai vite compris, donc notamment au moment de l'achat des tickets, mais encore plus quand on était sur place, que la NBA a très bien compris ce concept de moat. Ils ont très bien compris ce concept d'avantage concurrentiel, c'est-à-dire quand il y a des barrières à l'entrée et qui finalement ils sont les seuls, ils sont en monopole. Là, il se trouve que c'était autour de la ville de Boston, mais même dans toute la région, ils sont en quasi-monopole sur ce type de produit, un petit peu concurrencé par d'autres sports, mais on sent cette idée de monopole, et notamment là où on la sent extrêmement fort, c'est quand on est sur place et qu'on veut s'acheter à manger ou à boire. Bon, déjà, évidemment, la nourriture et les boissons extérieures ne sont pas acceptées, contrairement à beaucoup de stades en France, ce qui fait exploser les tarifs sur place. On sent qu'ils n'ont pas de limite en fait. C'est-à-dire que moi j'ai dû payer 17 $ pour une bière, j'ai payé 12 $ pour un hot dog, j'ai payé 10 $ pour un coca. Et là encore, c'était des prix qui étaient relativement légers parce que le prix des boissons monte pendant les matchs très demandés, et dans les playoffs, il paraît qu'on paye encore plus cher. Alors évidemment, on paye encore plus cher les places qui montent très vite à plusieurs milliers de dollars, mais le prix des boissons, de la nourriture, etc. s'envole aussi. Et la grosse différence, j'ai trouvé avec la France, c'est que la France, bien sûr, quand vous allez voir un match de foot, voilà, vous êtes dans le stade, etc., vous allez payer plus cher votre nourriture, votre boisson, mais on sent qu'il y a quand même des espèces de barrières psychologiques. Voilà, s'ils se mettent à vendre 17 $ une bière quelque part dans un stade, ça va grincer des dents, ça va crier, etc. Aux États-Unis, ils ont tellement cette tournure business qu'ils n'ont aucun problème avec ça. C'est-à-dire que là, c'était 17 $, mais s'ils pouvaient en vendre à 25 $ ou à 30 $, ils le feraient sans aucun problème. Et cette expérience m'a fait penser au moat dans le sport, et je me suis dit, mais
le foot en Europe, c'est bien pire parce que autant aux États-Unis, il y a le basket, mais il y a aussi le football américain, il y a le baseball, il y a le hockey, etc. En Europe, c'est le foot. Il y a un petit peu de rugby, on est d'accord, un tout petit peu de basket, mais c'est surtout énormément le foot. Donc ils pourraient profiter de leur motte, de leur avantage compétitif au maximum. Or, c'est pas du tout le cas. Pour vous donner un ordre d'idée, le foot en Europe, c'est un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards d'euros. Ça, c'est pour les championnats les plus importants, c'est-à-dire Angleterre, Espagne, Allemagne, France et Italie. Si on rajoute les autres ligues un petit peu moins importantes, on passe à 26 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire, oui, il y a le rugby, oui, il y a le basket, etc. Ok, le rugby en France, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Si on compte dans toute l'Europe, on arrive péniblement à 2 milliards d'euros. Le basket, c'est encore moins, c'est 500 millions. Donc, allez, je vais être un petit peu généreux. On peut dire que les sports d'équipe européens rapportent 29 milliards d'euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, passons aux États-Unis. Le sport le plus populaire, c'est... Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et oui, c'est le football américain avec 19 milliards de revenus, suivi par la NBA et le baseball qui sont très proches, autour de 11 milliards de dollars chacun, suivi par le hockey à 7 milliards. Et même le soccer, même notre foot européen appliqué aux États-Unis rapporte 1 milliard de dollars. Donc si on fait la somme, les sports d'équipe américains rapportent beaucoup plus de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 49 milliards de dollars, c'est-à-dire, si on met en euros, 70% de plus que le foot, le rugby et le basket européen. Et pourtant, il y a 450 millions de personnes dans l'Union européenne, contre 343 millions aux États-Unis. Il y a plus de 100 millions de plus en Europe. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires par personne et on est à 130 € par personne aux États-Unis contre 64 € en Europe. C'est-à-dire qu'on est pile au double. Et encore ici, on parle de chiffre d'affaires, mais les clubs sont beaucoup plus rentables aux États-Unis. Ils ont une marge bien plus importante. Vous savez peut-être qu'en Europe, il y a effectivement quelques clubs de foot qui s'en sortent très très bien, qui gagnent beaucoup d'argent, mais la plupart des clubs vivotent et il y a beaucoup de clubs de foot qui luttent pour leur survie. Et notamment en termes de valorisation d'équipes, les équipes américaines sont bien mieux valorisées, elles valent bien plus cher que les équipes de foot européennes. Par exemple, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, vous vous en doutez, c'est l'équipe la plus chère d'Europe, qui est évaluée à peu près à 5,1 milliards d'euros. Suivi par Manchester City, 4,9 milliards d'euros, Manchester United, 4,8, etc. On peut descendre comme ça. Le FC Barcelone, par exemple, est valorisé à 4 milliards d'euros. Donc on voit, la plupart des grosses équipes européennes sont entre 4 et 5 milliards d'euros, et ensuite ça descend assez vite. Mais si on regarde aux États-Unis, les Dallas Cowboys, donc du football américain, sont valorisés 9 milliards de dollars. Les New York Yankees, donc cette fois-ci dans le baseball, 7 milliards. Les Golden State Warriors, donc en basket, 7 milliards. Les Patriots, en football américain, 7 milliards de dollars. Et si je descends en 10e position, même les Philadelphia Eagles, donc on est toujours dans le football américain, valent 6 milliards de dollars. Donc la 10e équipe américaine, les Philadelphia Eagles, je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit, qui vous parle beaucoup, ils sont encore devant le Real de Madrid, c'est-à-dire ils sont encore devant l'équipe la mieux valorisée de l'Europe. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est uniquement dû au fait que je paye ma bière 17 $? Mais pas uniquement. Il y a, évidemment, et ce n'est pas le sujet de cette vidéo, il y a l'amour des Américains pour le sport. Ça, c'est clair, il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect business, et c'est ça qui m'intéresse ici. Il y a une énorme différence, déjà, dans le modèle économique. Pourquoi? Parce que les ligues sportives, donc la NBA, la NFL pour le football, ou bien la ligue de baseball, appartiennent aux équipes de sport. Donc, si vous voulez être actionnaire de la NBA, il faut racheter une équipe de basket. Ce sont les équipes de basket qui détiennent la NBA et donc qui touchent les revenus de la NBA. Et là où c'est assez malin, c'est que les ligues, donc la NBA en l'occurrence, mais c'est vrai pour toutes les autres, elles gèrent les droits de diffusion et le merchandising, et ensuite elles répartissent les revenus entre équipes. Donc toutes les franchises sont stables financièrement, et même les équipes les moins performantes ont des revenus qui sont élevés, parce que c'est pas basé sur le classement, c'est pas basé sur la notoriété. On n'a pas du tout comme en Europe une petite poignée de clubs très riches, et puis la grosse majorité des autres clubs qui sont très pauvres. Et d'ailleurs, dans les ligues américaines, il y a des plafonds salariaux, il y a des salary caps qui sont en place pour limiter les dépenses des équipes. Comme ça empêche les grandes équipes de dominer financièrement et ça favorise la compétition, la compétitivité. Et pour rappel, la Ligue 1 en France est détenue par une association, la Ligue de football professionnel. C'est donc la Ligue de football professionnel qui va répartir l'argent
au club. Donc c'est un petit peu le même principe si vous voulez, mais l'énorme différence, c'est que c'est en fonction de la performance sportive, donc du classement, de la notoriété et de l'historique du club. Donc une fois que vous êtes un gros club avec beaucoup d'argent qui a pu attirer les stars, donc forcément la notoriété et aussi le classement, etc., en fait, ça va être maintenu. C'est-à-dire que les clubs les plus riches vont rester les plus riches, les clubs les plus pauvres vont rester les plus pauvres, les plus riches vont rester les meilleurs en termes de performance, les plus pauvres vont rester les moins bons, etc. Donc ça fait énormément de mal au business du foot en général. Autre point qui permet aux ligues américaines de maximiser leurs revenus, c'est que eux, évidemment, ils ont toujours ce prisme business. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient beaucoup mieux que les Européens les droits de diffusion télé, et ils vont optimiser le nombre de matchs par saison. C'est-à-dire qu'il y a certains sports où ils vont limiter un petit peu le nombre de matchs pour avoir des tickets vendus très très chers, et pour ceux qui se vendent très très bien, au contraire, ils vont pouvoir allonger le nombre de matchs, et chaque ligue a atteint un nombre de matchs par saison qui va maximiser le revenu. Ensuite, évidemment, est-ce que j'ai besoin de mentionner le marketing, le branding, je veux dire le nombre d'articles, casquettes, maillots, etc. vendus est hallucinant. Vous regardez dans la rue, il y a toujours des casquettes de baseball, il y a toujours des maillots de basket, il y a toujours ce genre de trucs autour de vous. La valeur des marques est beaucoup plus forte. Je veux dire, la marque PSG n'a rien à voir avec la marque des Lakers, par exemple. On est vraiment, ou des Yankees, on est à un autre niveau. Ensuite, le sport aux États-Unis, c'est bien plus qu'un sport. C'est un show, c'est un spectacle, ce qui attire un public beaucoup plus large que le public européen. Le public européen, c'est un public, notamment dans le foot, c'est un public très masculin, fan de sport. Vous n'allez pas au match de foot pour vous divertir. Vous y allez pour regarder un match, en tout cas beaucoup moins qu'aux États-Unis, où c'est vraiment un show. Même si vous n'êtes pas très fan, vous y allez, vous mangez vos nachos, etc. En regardant le football américain, même en regardant ça d'un coin de l'œil, ça se fait beaucoup plus. Et enfin, dernier point, les ligues arrivent à maximiser, les ligues et les équipes, bien sûr, arrivent à maximiser le revenu de leur stade. Et c'est là où ma bière à $17 entre en jeu. Il y a des sponsors partout, tout le temps. On est tout le temps en train de vous proposer d'upgrader votre place, votre nourriture, une visite des vestiaires, etc. Il y a des offres VIP dans tous les sens. Donc on sent que le marketing joue à fond. Et ce que je retiens de tout ça, après avoir comparé les chiffres d'affaires des sports américains avec les chiffres d'affaires des sports européens, après avoir comparé les valorisations des équipes américaines avec les équipes européennes, c'est que oui, c'est très bien d'avoir un moat, et c'est la même chose pour une entreprise. C'est très bien d'avoir des barrières à l'entrée, un avantage concurrentiel, etc., qui fait que vous êtes un petit peu les seuls sur votre domaine. Mais ensuite, il faut un vrai talent de gestionnaire, de management, de marketing, etc., pour maximiser les clients que vous avez captés. Et c'est là où les Américains sont très 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 forts, beaucoup plus forts que les Européens. Et pour vous le prouver, un dernier chiffre, c'est que je vous ai dit que le soccer, donc le football européen quand il est joué aux États-Unis, rapportait $1 milliard par an aux États-Unis. Et ça m'a fait un petit peu tiquer. J'ai trouvé ça beaucoup. J'ai trouvé ça beaucoup parce que quand j'ai regardé combien rapportait le foot en Europe, et notamment en France c'est 2,3 milliards. Le chiffre d'affaires des clubs, pour être plus précis, le chiffre d'affaires des clubs est de 2,3 milliards d'euros par an. Et en cherchant le chiffre exact sur le soccer, je suis tombé sur les chiffres d'affaires de toutes les équipes américaines et je suis tombé sur la somme de 1,9 milliard de dollars. Ce qui fait 1,8 milliard d'euros. Donc le soccer américain rapporte 1,8 milliard d'euros aux équipes et 2,3 milliards d'euros pour la France. C'est complètement fou. C'est-à-dire que le niveau de revenu qui est généré est quasiment le même que le niveau de revenu français. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que sur le marché français, le PSG rafle la mise. Ils ont plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires contre, je vous le disais, 2,3 milliards pour le total des clubs français, ce qui est complètement énorme. Et on voit que leur manière de réfléchir, leur manière de coopérer, de se répartir le gâteau, etc., permet de maximiser le gâteau. Donc on a toujours l'imaginaire que les États-Unis c'est la pure compétition, voilà, que c'est très sauvage, etc. Mais en tout cas, sur la partie club de sport, ils ont trouvé un moyen assez malin de collectiviser, ce qui est relativement rare aux États-Unis, mais de collectiviser les gains qui permet d'avoir au global un gâteau plus gros. Et étonnamment, le sport européen, en tout cas le foot européen, est tellement plus concurrentiel qu'on se retrouve avec des aberrations type PSG, Real de Madrid, Manchester City, Manchester United, etc. Ces énormes clubs, et puis la majeure partie des autres clubs qui galèrent, et ils n'ont pas réussi à créer les mêmes marques que les clubs de sport américains. Je trouvais assez drôle finalement de comparer les sports US avec les sports européens. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout si vous êtes probablement bien plus connaisseur que moi sur la partie foot ou bien sur la partie sport américain, vu que je ne connais rien. Donc voilà, moi j'ai trouvé sympa de regarder cette partie du business. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi j'ai trouvé ça sympa.
sympa. Et j'aime bien ce côté chaud, ce côté aussi très patriote des Américains, patriote chauvin, où voilà, on supporte l'équipe locale, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas du tout de côté beauf d'être un fan de l'équipe de baseball, etc. du coin. Alors qu'en France, il faut l'avouer, hein, ça peut arriver. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.